Je remercie Gauthier et la ville de Montreuil de nous donner l'occasion de réfléchir encore ensemble sur les questions qui nous préoccupent tous. Je voudrais signifier que je n'ai pas de leçon de morale à donner, ni de savoir à dispenser. Je voudrais juste créer un espace où la parole peut circuler et où le mot peut être posé sur ce qui embête tout le monde, afin que collectivement on puisse parvenir à réfléchir sur les solutions, à se partager des expériences. Bien. Alors, je voudrais dire que l'objectif modeste que je me suis astreint à moi-même ici est de parler du partage dans une ville multiculturelle comme Montreuil et surtout de donner envie aux auditeurs, à vous qui êtes là, pour qu'on puisse réfléchir par la suite sur des propositions d'action concrètes. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si d'aventure il y a quelque chose que je dis que vous ne comprenez pas très bien, sinon ça ne servira à rien de ne pas se comprendre. À ce moment-là, vous levez juste la main et j'essaie de vous faire intervenir. Donc la question est celle du partage. Et je voudrais partir des observations simples, et puis après, si vous le permettez, on se fera des petits questionnements. L'observation, il suffit juste d'ouvrir les yeux attentivement, de regarder, on s'aperçoit facilement que Montreuil est une ville multiculturelle. Il y foisonne des gens de diverses origines, de différentes professions, de diverses obédiences religieuses, philosophiques, culturelles, de diverses orientations sexuelles, tout ce que l'on veut, se trouve à Montreuil. C'est une ville riche de cette diversité. Il suffit de se mettre dans une rue, d'ouvrir son oreille et d'entendre des langues différentes. Il suffit de jeter un coup d'œil autour de soi, on se rend compte que les tenues vestimentaires sont tellement multiples et tous aussi beaux, les tenues aussi belles les unes que les autres. Il suffit de regarder autour de soi, on s'aperçoit que les couleurs de peau varient, des plus sombres aux plus claires, et tout. On passe à travers les maisons ou même lorsqu'on interagit aux gens, on s'aperçoit que les manières de faire la cuisine est différente. Et même lorsqu'il arrive que l'espace public offre un lieu pour pouvoir avoir de la culture générale, des arts de culture, on s'aperçoit que les danses et les arts sont multiples à Montreuil. Donc c'est facile d'observer et d'établir que Montreuil est une ville qui foisonne de gens de tous horizons, de diverses origines. C'est évident, on vient tous de quelque part, à un moment de son histoire. Même ceux qui naissent à Montreuil aujourd'hui, ils ont des racines plantées quelque part ailleurs. Que ce soit ceux qui sont là aujourd'hui eux-mêmes, qui ont encore le souvenir de leurs origines où les racines s'y trouvent, ou les racines par leurs parents, ou les parents de leurs parents. Et il est difficile, et je n'ose même pas penser qu'il en reste beaucoup d'êtres humains qui soient restés et qui se soient développés exactement au même endroit où ils sont apparus sur Terre. L'homme a toujours migré, il s'est déplacé pour chercher à manger, il s'est déplacé pour se procheter, il s'est déplacé pour chercher époux ou épouse. Et à un moment, il s'installe à un endroit, ça devient de chez lui. Et la longueur, la durée du temps qu'un homme met à un endroit et sa descendance varie d'un individu à un autre. Moi, mes parents sont venus, ils viennent quelque part d'Afrique, au Cameroun. Bon, pour des raisons qui sont assez classiques, sur beaucoup de noirs, mon père est venu faire la guerre. C'est pas un mérite, c'est même plutôt un drame. Mais je suis là, et mes enfants sont là, et les enfants de mes enfants seront là, ou ils sont au Canada, j'en sais rien. Donc on vient tous à un moment de quelque part, et personne n'a plus de légitimité que l'autre, au du moment où on se trouve au même endroit de dire je suis là depuis 4 générations, tu n'es que depuis 2 générations, ou ce n'est que maintenant que tu viens d'arriver. C'est un non-sens. Cela est autant un non-sens, parce pour des raisons qu'on peut égrener. Donc on vient tous de quelque part. Et si on vient tous de quelque part, nous avons tous une identité. Moi, je viens du Cameroun, il y a la culture camerounaise en moi. Je ne suis pas sûr. Mon arrière-grand-père venait d'Égypte, mais je ne sais rien de l'Égypte. Il y a de la culture égyptienne en lui. Et si je remonte comme ça, je me découvrirai des ancêtres insoupçonnables. Bon. Si on mettait de côté mes origines et tout ce que je fais,
qu'est-ce que je partage avec vous? Dans mon identité, il y a mon âge, j'ai plus de 50 ans. La couleur de ma peau, je suis noir. Ma langue, je parle le boulot et le français. Ma ville, entre guillemets, j'habite Montreuil. Ça fait partie de mon identité. Mais ma langue, il y a peut-être un boulot dans la salle, nous sommes deux. Mon sexe, il y a peut-être 4 hommes dans la salle, ça fait pas toute la salle. La couleur de peau, il y a peut-être 6 noirs. Les Français, il y a peut-être 8 Français. Donc, dans mon identité, il y a plusieurs choses. Mais qu'est-ce que je partage avec tout le monde ici? Et on est sûr qu'on le partage tous, c'est le simple fait d'être Montreuillois. Ça aussi, ça fait partie de mon identité. Et donc, à Montreuil, qu'est-ce que je fais primer en premier? L'élément camerounais de mon identité, l'élément masculin de mon identité, l'élément couleur de peau de mon identité, il n'y en a pas beaucoup. C'est l'élément montreuillois de mon identité qui doit primer ici à Montreuil pour moi. Parce que c'est ça que je partage avec vous. Donc, aujourd'hui, de fait, on est tous montreuillois, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos langues. On partage le même territoire, le même espace public. Je vous fais un dessin macabre, mais je vais me rattraper après. Si Montreuil brûle aujourd'hui, les qui souffrent? Pas les gens qui habitent Paris, hein? C'est pas Macron, hein? Il ne souffre pas parce que le président de la République, c'est pas Bernard Cazeneuve. C'est nous, les habitants de Montreuil, qui souffrons si Montreuil brûle. Et premier à être délogé, à être localisé quelque part. De même, si Montreuil a une prospérité énorme, les premiers occupants, les premiers bénéficiaires, c'est encore nous les Montreuillois. On comprend donc que notre destin est indissociablement lié au destin de la ville dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais non, nous sommes tous Montreuillois et c'est Montreuil notre objectif premier. Et Montreuil est le seul élément que nous partageons tous. On voit très bien que c'est digne d'intérêt, Montreuil. Et donc, Montreuil, qui est donc comme ça, a une diversité de cultures. On peut donc rapidement se poser la question de savoir, cette diversité, est-ce que c'est une richesse ou un handicap? Le fait qu'il y ait tant de gens qui viennent de différents horizons, différentes cultures, différentes valeurs, etc. Est-ce que c'est un handicap en soi? Il y aurait certainement une tendance à penser que l'autre, il ne fait pas comme nous, c'est dangereux, comment ça va se passer? Mais ça a toujours été comme ça pour l'humanité, chers amis. Vous voyez? Même des gens qui sont dans un village depuis 3 générations, chaque famille a sa manière de faire chez elle. Et à l'intérieur même d'une même famille, chaque individu a sa manière de faire. Pourquoi on exacerbe l'altérité du fait qu'elle est inscrite sur la couleur de peau ou l'origine de quelqu'un, alors qu'on l'expérimente déjà, même les jumeaux sont différents? Donc on voit là qu'il y a une espèce d'exaspération, une espèce d'animation, une espèce de polarisation sur la différence pour juste ériger les gens les uns contre les autres, alors que c'est tout à fait naturel qu'on ait des tailles différentes, des couleurs différentes, des trajectoires différentes. Donc, la diversité, elle existe partout. Un autre mot, j'ai discuté avec Gauthier sur le communautarisme, et je disais à Gauthier, c'est un mot que je n'aime pas. Je n'aime pas ce mot parce qu'il n'est utilisé que pour indexer les autres. Parce que je me demande bien, nous Français, quand nous sommes en Argentine, est-ce qu'on va se fondre avec les Espagnols et les Argentins, ou bien on a les clubs France? On a des clubs France partout au monde. Et pourquoi les autres qui se rapprochent du fait de leurs origines devraient être absolument une menace? Ce n'est pas le rapprochement qui est une menace, c'est lorsque le rapprochement se porte en s'excluant du groupe que ça devient un problème. J'ai l'habitude de dire que nous devons nous inspirer un peu avec ce qui se passe au football. Quand j'aime le football, ça s'entend. Parce qu'au football, on a un match qui s'est passé dernièrement, je vous raconte ma vie. C'était le Real de Madrid, qui est une équipe espagnole, qui joue contre le Paris Saint-Germain, qui est une équipe française. S'il vous plaît, dans ce match-là... Pardon? Le PSG? Vous voulez prendre la parole? Elle est quoi? Ah, vous pouvez parler, hein? Ça fait partie du débat. Faites parler monsieur. Il a des choses à échanger avec nous. Alors attention, c'est absolument pas xénophobe. Hein, oh. Un grand mot. On est tant supporters de cette équipe que vous parlez. Oui. Français, d'origine, très très peu. Le PSG est une équipe d'où? C'est une bonne question.
C'est le club de la capitale. Et la capitale de quel pays? Les composantes de l'équipe. Si cette équipe gagne multiculturelle comme Montreuil, et tout ce que les gens qui viennent des différents horizons multiculturels de Montreuil ont en commun, c'est Montreuil. Quelles que soient les diverses origines des gens qui jouent dans le PSG, ce qu'ils ont en commun, c'est Paris Saint-Germain. Bien. J'ai bien compris. Il n'est pas accessible pour moi, il est très haut. Donc, on en revient à ce qu'on disait, c'est un bel exemple. On comprend donc que cette diversité culturelle, je raconte mon histoire, sauf que dans cette équipe de France, pour moi le PSG est une équipe de la capitale française, c'est Paris Saint-Germain, c'est comme ça que ça s'appelle. Même si on vient du Qatar ou même si on vient du Brésil, on travaille pour Paris Saint-Germain. Parce que tous les gens qui travaillent pour Renault, Renault ne devient pas une succursale d'Afrique parce qu'il y a des Africains qui travaillent dedans. Renault reste français et le sera toujours, quelle que soit l'origine de celui qui y travaille. Je pense comme ça pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est une équipe française pour moi. Ce que je voulais démontrer, c'est que dans cette équipe française, il y avait un joueur, je vous prends un seul, Presley Kipembe, qui est un des joueurs de notre équipe nationale de France. Il joue au PSG. Mais dans l'équipe du Real du Madrid, il y avait aussi un Français dedans. Il joue aussi à l'équipe nationale. Il s'appelle Varane. À l'équipe nationale de la France, Presley Kipembe et Varane jouent côte à côte. Défense centrale. Mais là, chacun rentre dans son équipe et fait le travail de son équipe. Je demande, est-ce que nous aussi, on peut avoir cette hauteur d'esprit en disant, mon équipe, c'est Montreuil. Même si je viens de tel endroit, et une fois que je suis à Montreuil, je fais le job pour Montreuil, parce que si Montreuil pousse mal, c'est moi qui perds la maison, ce n'est pas le Cameroun. C'est ça que je voulais juste dire. Donc, on peut pas prendre exemple sur ça. La diversité, est-ce que c'est un handicap alors ou une richesse? Pour ma part, c'est une question qui reste à débattre. J'ai envie de dire que ce n'est ni une richesse, ni un handicap. Ça dépend de ce que l'on en fait. On peut en faire un handicap si on commence à dire, bon, les Maghrébins, c'est eux le problème? Non. C'est les Noirs d'Africains, eux les problèmes? Non. Ce sont les Juifs? Non. Ce sont les Blancs? Non. Et si on regarde à quel point ces mots sont vides, on utilise un mot, mais si on regarde derrière, on n'y trouve rien. Je prends le mot arabe. Quand on dit les Arabes, à la fois ce mot renvoie à une nationalité, parce qu'il y a un pays qui s'appelle l'Arabie, dont les habitants sont des Arabes, comme il y a les Français pour la France. Mais il y a aussi toute une représentation culturelle des gens qui peuvent se réclamer être arabes, parce que la culture et la langue est l'arabe. Il y a une énorme confusion entre l'arabe et le maghrébin africain. Non, tous les maghrébins d'Afrique ne sont pas des arabes. Il y a les berbères, il y a les calibes et d'autres choses. Sauf que nous, par mégarde, par une espèce de globalisation insensée qui n'a de fin que d'exposer, on dit les arabes. Qui c'est qui est les arabes? Quel est l'arabe qui est l'ambassadeur de tous les autres? Quel est l'arabe qui va concentrer toutes les caractéristiques de tous les autres? Non, chacun est lui-même et répond qu'en son nom. Personne n'engage d'où il vient et où il va. Montreuil est donc cosmopolite. La richesse, la multiplicité ne saurait donc a priori être prise comme un handicap, mais elle peut être instrumentalisée et devenir un handicap. Si on commence à perdre ses forces, à lutter de groupuscule contre groupuscule, au lieu de capitaliser ses forces pour faire vivre Montreuil, afin que tous ceux qui y habitent aujourd'hui puissent s'épanouir, eh bien on perd des forces inutilement. Il y a quelque chose qui m'anime l'esprit. Je me dis très bien que moi, je ne nourris pas tous les enfants de ma ville. Je nourris que les enfants de chez moi. Donc, il y a une sphère privée et individuelle, au-delà de laquelle on ne peut pas demander à quelqu'un de s'ouvrir. Mais il y a une sphère collective qui s'appelle Montreuil. Et là, nous y sommes tous. Et nous avons tous la responsabilité. Donc, la diversité n'est pas un handicap en soi, elle le devient si elle est instrumentalisée comme telle. Mais bien utilisée, ça devient même une source de foisonnement de richesse, parce que chacun, d'où qu'il vient, est habité par un ensemble de manières de faire de différentes choses qui, si on arrive à repérer, à identifier
qu'est-ce qui est bien dans la culture de tel et de tel, et qu'on rassemble tous ces éléments efficaces de différentes cultures, montrer devient même la vitrine, devient même le modèle de quelque chose qui serait la richesse de toute sa diversité. Oui. Ouais. Est-ce que tu aurais du coup un exemple de... Tu parles de ce qui est efficace dans chaque culture, chacun pourrait se l'approprier et en faire une vitrine pour montrer. Tu aurais un exemple de ça? Ce qui est dans une culture. Ouais. Ce que tu appelles ce qui est efficace dans chaque culture. Oui, allez, on va prendre une... Je vais aller, parce que je l'ai prévu, je vais tout vite. On a des grands enjeux pour tout le monde aujourd'hui. C'est le réchauffement climatique, c'est le développement durable. Les étés commencent à être chauds et ils le sont davantage et plus longs. Nous tous, on en souffre. Bon, au niveau de montrer, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Dans beaucoup de cultures, je prends la culture indienne que je connais le moins bien. Les Indiens ont un respect sacré de l'arbre. Et donc, nous pouvons aller nous apprendre chez les Indiens comment ils respectent l'arbre pour que cet arbre-là, nous le respections ici et que par ce respect, ça puisse réduire le réchauffement climatique, par exemple. Un autre exemple, je prends n'importe quelle culture africaine. La plupart des Africains ne mangent pas beaucoup de viande et de poisson. Leur alimentation est très végétale. Et comme ils n'ont pas de végétal, ils n'ont pas des grands espaces d'exploitation, de production des bœufs ou de porc à manger. Donc, pour ne prendre que les bovins, les bœufs, etc., tout le monde sait qu'aujourd'hui, leur pain est un facteur qui détruit l'ozone. Donc, plus on produit des bœufs, plus on détruit l'ozone. On peut donc aller voir ces peuples-là. Comment ils font pour vivre sans manger beaucoup de viande? Pour ne pas être obligé de produire trop de viande, parce que ça détruit l'ozone, d'abord, de ce côté-là, et ensuite, les viandes ont beaucoup de protéines qui sont dangereuses quand on commence à avoir des insuffisances rénales, et en plus, certaines viandes ont de la purine qui crée de l'acide urique, qui va créer des crises de gouttes, qui donnent beaucoup de choses. Donc, on peut aller regarder ces peuples-là où on mange moins de viande. Comment ils font? Ils mangent quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils mangent? Vous serez étonné de savoir qu'il y a certaines choses qu'on mange, par exemple en Amérique latine, qui sont extrêmement riches, aussi riches que les viandes, mais sans les toxines. On peut prendre des exemples au niveau international. Je vais prendre des exemples, des choses se font bien ailleurs et qui ne sont pas bien. Mais ça n'est pas directement lié au réchauffement climatique, on verra ça dans les points pratiques. En 2007, 2008 jusqu'en 2009, la France a connu une crise bancaire, le monde entier d'ailleurs. Mais cette crise-là, on a appelé ça la crise des subprimes. C'est la première banque américaine qui s'est écroulée. Et elle a entraîné avec elle toutes les petites banques qui lui étaient annexées. Donc ça nous a fait des réductions de notre train de vie en France, partout dans les pays développés, ça s'est passé. Mais ce qui se passe, c'est que la crise des subprimes n'a pas abattu les banques partout au monde. Il y a eu 2 endroits où les banques n'ont pas souffert de cette crise des subprimes, qui était une crise de la spéculation. La première zone des banques qui ont résisté, c'était des banques islamistes. La deuxième zone des banques qui ont résisté, c'était les banques africaines. Les banques islamistes parce qu'ils ne font pas de prêts d'argent à intérêt, et les banques africaines parce qu'il n'y a pas beaucoup de spéculation. Alors, est-ce qu'après la crise, on est allé regarder chez eux pour apprendre, pour qu'on n'ait plus une autre crise des subprimes? Donc on peut aller regarder ailleurs comment ça fonctionne pour que chez nous soit amélioré. Je dois dire que la plupart des crises que nous avons eues sont nées d'un système auto-centré. Que ce soit la crise de 1929, lorsque Roosevelt vient avec le New Deal, et les autres crises financières. Donc, il y a des choses qui se font pas mal ailleurs. Je vais prendre un autre exemple. Il y a dans notre système biomédical qui est d'une efficacité incontestable, ce n'est pas là la question, mais des aspects qui posent problème. Ailleurs, il y a d'autres systèmes de soins qui sont beaucoup moins invasifs. On peut aller regarder ailleurs comment ils soignent les gens sans condescendance pour venir réduire ici chez nous beaucoup de problèmes que notre médecine n'arrive pas à gérer d'une certaine manière.
je vais vous amuser. Dans nos campagnes, il y a des magnétiseurs. On peut aller regarder chez nos magnétiseurs de nos campagnes pour soulager toutes les douleurs que nous avons ici. Il y a ceux qui lèvent le feu, ici en France. Mais ailleurs, il y a même des choses encore. Il y a des gens qui arrivent à effacer la notion de chronicité d'une maladie, notamment le diabète. J'en ai vu. Et il y a des études qui le montrent. Un autre exemple, c'est que notre société qui fait la promotion de l'individu a fait en sorte que moi j'ai ma voiture, ma femme aussi, le voisin aussi, son fils aussi. Ça fait 4 voitures dans 2 maisons. Et chacune de ces voitures émet des gaz à effet de serre, détruit l'ozone, crée la pollution. Ailleurs, lorsqu'on a une voiture, on est à 4 dedans pour aller au travail. Ici, chacun de nous est seul dans sa voiture et parfois on a 20, 30, 40, 100 voitures qui vont dans la même direction, portant chacune une personne. Beaucoup de modalités peuvent être entreprises. Mais on y reviendra, et puis les autres aussi vont amener d'autres éléments qui abordent les choses. Et d'ailleurs, la voiture, je sors de chez moi, je suis assis dans la voiture, je suis assis dans mon bureau, je suis assis, ça a favorisé beaucoup de maladies. Notamment des maladies cardiovasculaires, des prises de poids et beaucoup de choses. Ailleurs, ils marchent beaucoup à pied, ils vont à cheval, ils font plein de choses. Il faut juste qu'on aille regarder. On y reviendra de manière pratique. Donc, à la question qu'est-ce qui nous est commun, c'est Montreuil qui nous est commun. Ça ne cesse pas de faire que je sois noir, l'autre blanc, mais nous sommes tous Montreuil, notre destin est lié au destin de Montreuil, en tout cas ici et maintenant. La diversité culturelle est-elle un handicap ou une richesse pour Montreuil? Ni l'un ni l'autre en soi, tout dépend de ce que nous-mêmes nous allons en faire. Mais qu'est-ce que Montreuil peut tirer de sa diversité culturelle? Eh bien, de permettre donc déjà, dans quelques petites actions locales, c'est de permettre déjà que cette diversité soit reconnue, que cette diversité puisse s'exprimer, qu'elle ne soit pas cachée, et qu'on aille l'identifier, qu'on puisse permettre aux gens qui sont porteurs de difficultés culturelles de pouvoir parler de ça sans avoir à la taire. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire, vous pouvez faire ceci par exemple, pour qu'on partage votre culture. Il pourrait être question que les gens se sentent autorisés à. Est-ce que je suis autorisé à danser des danses du Cameroun? Est-ce que je suis autorisé à raconter les contes du Cameroun? Est-ce que je suis autorisé à enseigner les jeux du Cameroun? Est-ce que je suis autorisé à parler du système de son du Cameroun? Il ne suffit pas de me dire, oui, monsieur dit, vous êtes autorisé. Non, ça ne passe pas. Il faut que je sente dans ton regard que tu acceptes que je puisse te parler d'autre chose. Et surtout, moi qui viens d'ailleurs, je me sens un peu illégitime, à tort ou à raison. Il suffit qu'on me dise, tu fais quoi chez nous? J'ai envie de répondre par une boutade, mais ce n'est pas le moment. Et ça me fragilise. Mais si je ressens un regard qui accueille la différence, c'est à ce moment que je suis disposé à parler de tout cela aussi. Donc, autoriser quelqu'un, ce n'est pas lui dire, mais vous avez l'espace public pour manifester vos journées culturelles. Il faut encore qu'ils sentent que nous y portons un vrai intérêt et que nous regardons ça pas avec condescendance. Les autres ne sont pas que du folklore. Ailleurs, il y a de la vie, et de la vie saine, parfois aussi. Mais les autres, où il y a de la vie saine là-bas, c'est les autres là, ici. Donc, comment faire concrètement? Il faut éviter de perdre ses énergies dans des luttes contre des groupuscules de population. Comment faire concrètement? Il faut faire un vrai toilettage de son esprit. Il faut se décoloniser soi-même et oser accepter, créditer toutes les cultures des apports importants. Je dois dire que nous, ici en France, on a beaucoup évolué comme ça. C'est une histoire que certains connaissent. La première faculté de médecine en France, elle est à Montpellier. Heureusement, pour pouvoir la voir, on a demandé aux médecins arabes de venir nous enseigner la médecine. Parce qu'on a vu que là-bas, chez eux, ça se passe mieux que chez nous. Et ça a fait de nous une très grande puissance aujourd'hui. Ce n'était qu'un exemple. Donc, il faut créditer les autres cultures, des éléments importants, même s'il y a des déchets, ça ne nous regarde pas. On va aller regarder dans ces cultures-là, qu'est-ce qui est positif pour le réchauffement climatique, pour le développement durable, pour la bonne vie de Montreuil, parce que Montreuil, c'est nous ici. Et autoriser, c'est pas dire tu peux, c'est vraiment se disposer de sorte que quelqu'un sente que je peux
et que ce que je dis est entendu, il ne faut pas simplement entendre, il faut aussi comprendre et même prendre en compte. Sinon, c'est juste une façade où vous pouvez danser, laissez-les danser, ça ira. Et là, moi, je ne vais pas danser. Mais si on y accorde un intérêt, si on entend, si on comprend, et si on prend ça en compte, à ce moment-là, je me sens autorisé. C'est qu'à ce moment-là que je peux apporter les éléments de ma culture. Sinon, je vous donne la forme que vous voulez. Mais celle-là, elle restera là et Montreuil perd dans sa richesse. Ce qui marche ailleurs, ça fonctionne comme dans une équipe de football. Je reste là-dessus parce que c'est ça que je comprends le mieux. Dans une équipe de football, il y en a un qui sait arrêter les ballons avec les mains. Oui, on dit très bien, il vient. Mais il ne sait pas tirer un penalty. Mais il vient parce qu'il sait arrêter le ballon avec les mains. Il y en a un autre qui sait empêcher l'équipe adverse de marquer des buts. Mais lui-même, il ne marque jamais des buts. On dit viens. Donc, en prenant en chaque être humain ce en quoi il est le meilleur, on arrive à faire une meilleure équipe de football, une meilleure équipe, un meilleur Montreuil. Chacun d'entre nous a un potentiel, un ensemble de secteurs sur lesquels il est très efficace. Et chaque culture de chacun d'entre nous a des éléments qu'on peut emprunter comme ça et faire de Montreuil le creuset des puissances. D'ailleurs, les États-Unis ont su le faire malgré eux. Après, ils emploient pour porter la force et l'énergie des nègres qui étaient vendus en esclavage. Ils ont récupéré tout ce qui suivait l'Occident en temps de pauvreté. Après, ils ont commencé à acheter les meilleurs cerveaux d'ailleurs. Ça nous donne une avancée surtout. Je vais donner un exemple extrêmement bizarre. C'est-à-dire qu'au début, Internet que nous avons, c'est monopolisé par les Américains et une partie des Anglais. Sauf qu'en tout début, la France est en avance. Le Minitel est en avance sur le monde entier sur ce registre-là. L'ingénieur qui a pensé le Minitel, quand il a demandé des financements pour le diffuser, pour des questions politiques et de non-investissement des forces locales, il n'a pas été financé. Quand les Américains s'en sont emparés, ils ont fait tout ce que nous avons, les GAFA et Google. Donc nous avons, par la diversité, cette richesse. On a des Indiens qui peuvent nous apprendre à respecter l'arbre. On a des Africains qui savent faire l'agriculture vivrière pour sortir de l'agriculture intensive. On a des gens qui sortent de là où il y a une mutualisation des moyens de transport, une mutualisation des éléments alimentaires. Tout cela peut nous inspirer pour que Montreuil devienne le creuset et le modèle du fait de sa richesse qui elle-même repose sur cette diversité culturelle. On a des Africains qui ont cette consommation que j'ai dit. Et notre société organisée sur le modèle individuel a fait qu'il y a moi et quand j'ai un problème, je cherche une institution. Et du coup, c'est moi et l'institution, le voisin n'existe pas. C'est pas mauvais, c'est pas bien, mais on peut l'enrichir. Et du coup, le modèle de notre organisation sociale a abouti à ce qu'on appelle des transactions. À ce qu'on appelle des transactions. Les transactions, ça n'a pas d'intérêt. Donne-moi un kilo de viande, je te donne des 15 €. C'est fini, il n'y a pas un bonjour, je n'ai pas besoin de lui dire bonjour, j'ai pris je l'ai rendu. Sauf qu'ailleurs, au-delà des transactions, il y a l'interaction. C'est-à-dire que ce n'est pas que ce qu'on se vend. Il faut donc qu'on crée des conditions d'interaction qui permettent aux gens de se parler, de se rencontrer et d'élaborer ensemble des choses locales. On peut penser concrètement des actions avec les populations locales en empruntant aux autres cultures. Il y a cette question d'interaction qui doit venir remplacer la notion de transaction. Et ça, on peut le penser et mutualiser nos forces, et ça va réduire énormément les enjeux de réchauffement climatique et de développement durable. Il y a la question du plastique, on peut le penser. Il y a la question des emballages jetables et des emballages et des objets à usage unique, les fourchettes à usage unique. Il y a plein de choses sur lesquelles, localement, on peut avoir une pensée qui permet à tout le monde de s'épanouir et on préservera à notre dimension le réchauffement climatique et le développement durable. Je voudrais donc, et c'était le débat avec Gauthier qui me rappelait l'heure, mais heureusement l'ordinateur m'avait dit, il me reste encore 1 minute. Et je voudrais donc en 1 minute conclure avec cette phrase de Kennedy. Il disait dans son discours, et donc vous, est-ce que quelqu'un peut me dire ça, Gauthier, le discours de Kennedy? Oui, s'il te plaît.
Et donc, vous, mes compatriotes américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Enlevez pays et mettez Montreuil. Et je me fais comme je vous dis. Et donc, vous, mes compatriotes montreuillois, ne vous demandez pas ce que Montreuil peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour Montreuil. Mais on passe aux questions ou tu voulais quand même... Je voudrais vraiment terminer mes phrases. Parce que c'était pas mal de finir là-dessus. Hein. C'était beau de finir là-dessus aussi. Oui, mais j'aimerais que tu finisses avec la phrase de l'Égyptien. Ça, l'Égyptien. Je suis un peu près. Hier m'a engendré, voici qu'aujourd'hui je crée demain. Voilà, je vous remercie. Bon, après cette belle exposé de Charlie, et merci beaucoup, est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire à notre intervenant? D'accord. Monsieur. Alors rappelez-vous, pas plus de 2 minutes et on ne s'écarte pas trop du sujet. Merci pour votre exposé. Le fait de pouvoir vivre dans une société ou une ville multiculturelle, ce n'est pas le problème en tant que tel, et que l'on puisse chercher chez autrui ce qui peut être positif et très bien. Le problème, c'est lorsqu'il y a des divergences, et notamment des divergences pas seulement culturelles, certaines divergences cultuelles, en oubliant quand même que la majorité de la population est plutôt libre penseur, c'est-à-dire athée, déiste ou agnostique, et on oublie un peu trop souvent ces personnes. Mais lorsque vous avez à un moment donné un conflit qui se pose sur des questions culturelles et cultuelles, c'est là qui est quand même le problème, et vous avez parfois des conflits qui sont insolubles. Deuxième point, multiculturel, multisocial. Quand vous êtes dans une ville où, là où je suis, Place Carnot, on a vendu récemment à 8 000 € le mètre carré, il est certain qu'on n'a plus les mêmes populations. Et lorsque je me suis trouvé dans un collège, où je tairai le nom, car il n'a de nom que de collège, à enseigner en revanche dans un collège plutôt défavorisé, socialement et culturellement, on n'est pas du tout dans le quartier de la Place Carnot à 8 000 € le mètre carré. Et on n'a pas affaire au même type de population. Et je veux bien qu'on s'intéresse, mais arrêtons aussi un certain... pas une démagogie, mais je connais suffisamment de gens aussi qui apprécient certaines divergences et qui sont prêts aussi, malheureusement, à mettre de l'huile sur le feu. Est-ce que vous voulez prendre d'autres questions avant d'intervenir? D'autres interventions, monsieur? Moi, juste une remarque, à savoir que dans l'univers, il y a des hasards qui ne sont pas des hasards, mais des circonstances qui permettent d'aboutir à certains résultats. Et je suis très heureux de pouvoir dire que celui qui est devant nous, qui présente cette conférence extraordinaire, est un compatriote qui va. Parce que je suis boulot comme lui. Voilà. Et j'habite Montreuil, et on ne se connaît pas du tout, on se rencontre ici. Première chose. La deuxième, c'est une remarque, à savoir que dans les observations, il y a le fait qu'il faut être autorisé, entendu, etc., apprécié, pour pouvoir agir. C'est là que je suis un tout petit peu pas d'accord, à savoir que il nous est demandé, au contraire, d'agir. Et nous avons le temps avec nous. Parce que là, d'après l'exposé, c'est comme si on n'avait que 10 ans pour accomplir notre action et voir le résultat. Non, nous semons la graine, et ensuite, ça va pousser, peut-être que nous serons déjà morts, quand les autres vont récolter. Je donne un exemple, je suis dans une église ici à Montreuil, et par hasard, je suis celui qui annonce les nouvelles. Et au moment d'annoncer les nouvelles, j'ai dit ce qui se passe dans l'église, et ensuite j'ai mis une petite rubrique, à savoir des talents.
Et c'est là que j'ai sorti un jour un exemple de talent, à savoir que Dieu est quelqu'un de très bon. Il a donné à nous des talents. À titre d'exemple, les Noirs qui sont un tout petit peu maltraités, ils ont dans leur peau la mélanine. Il y a une puissance énorme qui fait que chaque Noir, en plaquant un peu, représente 10 bombes atomiques par cette puissance. Mais en même temps, on a donné l'humilité, ce qui fait qu'ils n'utilisent pas cette bombe. Voilà un exemple. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. Ok. Je te laisse répondre là-dessus. Beaucoup de questions qui n'auront pas commencé à être désamorcées et je me réjouis de ça. Oui, je commence par le dernier. Je suis tout à fait conscient, il ne s'agit pas de 10 ans. Il s'agit de conclure ma pensée avec ce propos de l'Égyptien. Hier m'a engendré, voici qu'aujourd'hui je crée demain. Et le demain là, il n'a pas de limite. C'est comme ça que l'humanité a toujours vécu. Je suis tout à fait d'accord de ne pas se poser en perspective de 10 ans, ça n'a aucun intérêt. C'est encore moi-même. Et très peu de choses concernant l'humanité et les enjeux climatiques et les modifications des représentations dans une ville se font en 10 ans. D'ailleurs, cette conférence n'ambitionne pas de voir tous ces effets en vous. C'est de voir comment, si on arrive à avoir un débat et des orientations ici, que ces orientations nous habitent, modifient notre façon d'être montrée, et nos enfants imprégnés de cette modification-là puissent en reproduire et jouer des fruits. C'est tout à fait dans cette perspective, je suis tout à fait d'accord. Je vais revenir sur les questions qui ont été posées par le premier intervenant qui soulignait la question de la multiculturalité, du multiculturel, des libres penseurs, des athées, des anoptistes, qui sont tous dans un même espace. Bon, il a abordé une question qui n'est pas de ma compétence. Je ne saurais... je ne fais pas de démagogie, d'ailleurs. Non, je comprends. J'ai bien compris. Donc, naturellement, et puis ne vous épargnez pas de me traiter, quel que soit le mot, je suis là et je sais répondre. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas, je ne prends pas ça mal, je pense ça comme étant une émanation d'un débat intense de quelqu'un qui a compris ou pas quelque chose, qui est d'accord ou pas. C'est que des débats, ce n'est pas une attaque de personne, donc sentez-vous libre de vous opposer à ce que j'ai dit et même de vous opposer à moi. C'est pas là la question. Donc, vous évoquez la question de la question que je vais mettre de côté, sans démagogie, c'est-à-dire le prix du mètre carré à montrer, je ne sais pas à quoi il tient. L'affectation d'une type de population dans une telle localité, c'est hors de mes compétences. Pas par démagogie, parce que ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Les gens qui habitent Montreuil aujourd'hui, certains sont arrivés il y a 15-20 ans, et ce n'était pas la même politique de la ville, ce n'était pas le même pouvoir politique au pouvoir, ce n'était pas le même responsable des HLM, etc. Venir plonger dedans sur peut-être qu'on va dire quelque chose, c'est ça que je trouverais démagogique. Par contre, si on veut faire une vraie étude scientifique, c'est pas difficile. On prend les affectations, on regarde qui, on remonte à 20 ans, à 40 ans, on trouvera les choses. Je ne peux pas le faire, je laisse la question du mètre carré et l'agglomération de certains types de vie à certains espaces. Non, c'est pas ça. Je mets juste de côté une question. Je n'ai pas commencé à commenter ce que vous dites. Je mets de côté cet aspect-là. Je ne vais pas encore commencer à ce que vous dites. Je voudrais clairement dire que je ne peux pas parler de cet aspect parce que je n'ai pas d'éléments. Après, je viens à ce que vous avez dit. Vous avez évoqué l'instrumentalisation de ces libérations-là. C'est à ça que vous avez compris, je l'ai bien compris. Cette multiculturelle, que l'on ait une possibilité de rencontrer l'autre, c'est très bien. Le problème, c'est quand il y a des divergences de fond sur des questions culturelles, et notamment des questions culturelles. J'en viens. Et je dois dire que, bon, ok, je vais aller assez vite pour vous apaiser. Les divergences culturelles et les problèmes de fond que ça pose, je vais vraiment vous repasser la parole, que vous m'en nommez un, et moi, je me fais l'obligation de trouver l'issue intellectuelle, quitte à vous de vous engager à l'appliquer, parce que ce n'est pas une solution qui manque. On peut prendre un problème et l'ériger, non, il n'y a pas de forteresse inattaquable, il n'y a que de forteresse mal attaquée, disait Clémenceau. Charge à nous de trouver la meilleure façon d'attaquer n'importe quelle forteresse qui empêche de bien vivre ensemble. Je m'en fais l'obligation. Je vais revenir sur les questions culturelles. Lorsque les cultes sont divergents, ils ne sont pas
en soi incompatible d'existence dans l'espace. Je connais peu de pays où des cultes différents cohabitent pacifiquement. On regarde là, on est multiculturel. Demandez à un Camerounais comment les musulmans vivent au Cameroun avec. Vous avez oublié de citer les satanistes. C'est aussi un culte. Les mormons. Demandez à un Camerounais, il y en a plein dans la salle. C'est juste simple. Le peu d'exemple que je connais de ce pays-là, lorsque c'est Noël, les chrétiens, ils font la fête, il n'y a pas d'espace dans la rue, et les autres, vous continuez. Les musulmans, quand l'heure de prière arrive, quand c'est dans leur zone, on garde la voiture, on prend 5 minutes de prière, les autres fument leurs cigarettes, écoutent leur téléphone, et quand la prière est finie, on leur donne 5 minutes, ils finissent leur prière, vous le montez dans le car, vous continuez la vie. Et dans ces pays-là, il y a des quartiers à Oussa où il y a plus de musulmans, d'autres quartiers qu'on dit quartiers Bami, d'autres ethnies, d'autres quartiers on dit ceci, et chacun cohabite. Donc, la diversité des cultes n'est pas en soi rédhibitoire du mieux vivre ensemble. Il y a des passerelles. Oui. Juste pour monsieur, on peut se donner, et on va se donner le temps de penser quand ça s'oppose, comment faire pour que chacun respecte. Et Emmanuel Kant disait que les philosophes ont l'habitude de dire que ma liberté commence là où s'arrête celle de l'autre. Donc c'est l'autre qui est même la limite de ma liberté. Et si chacun essaye d'être attentif au périmètre au-delà duquel il devient un ami pour l'autre, on va arrêter le sujet, monsieur. On va arrêter le sujet, ça fait un peu de discussion. Je prends une autre question, et puis on a encore 7 minutes pour... C'était pas vraiment une question, enfin je voulais vous remercier parce que du coup, l'idée de dire on se construit soi-même et on arrête de voir, d'essayer de trouver, de respecter l'autre déjà, tel qu'il est, avec ses compétences, avec ses savoirs, et on le regarde et on se dit pas qu'on est les meilleurs et que nous on sait et lui il sait pas. Je trouve que c'est bien de se remémorer ça ce matin, là, samedi matin, 10h, on se remet ça dans la tête et pour moi c'est très très important. De voir l'autre tel qu'il est et d'avoir son respect et de voir qu'il peut m'apporter quelque chose et que c'est pas moi qui sais tout. Et d'autre part, par rapport à la différence, moi je l'ai expérimenté dans mon asso où moi je suis pas croyante et il y a beaucoup de gens très croyants qui viennent dans mon asso et simplement je respecte, on a mis en place un mode de vie ensemble qui fait que chacun respecte les croyances de l'autre et ça se passe super bien parce que moi je demande à être respectée, je les respecte, et je pense que le respect pour moi ça aide, c'est-à-dire si je te respecte en tant qu'individu qui a des compétences et du savoir, je vais pouvoir prendre de toi des choses qui vont pouvoir m'aider à moi. Et je pense qu'à Montreuil, c'est ça. On peut se dire, en interne, nous, peut-être qu'on ne sait pas tout et on va voir comment les autres font. Enfin, moi, ça m'a vraiment... c'est bien, ce matin, de me réveiller comme ça. Merci beaucoup. Merci. Il y a la dame là-bas qui avait déjà levé la parole avant tout le monde. Avec le chapeau rouge. Oui, il y avait là aussi 1, 2, 3, 4 questions et après j'arrête. D'accord ? Essayez de faire plus des questions que des témoignages, 30 secondes, 45 secondes. Alors, je suis désolée parce que je vais rebondir, mais très rapidement, mais je pense que c'est très clair. Je suis enseignante en économie et en droit dans un lycée de Seine-Saint-Denis qui jouxte une cité populaire, donc avec des familles qui ont des moyens sociaux très fragiles et originaires de plein de pays différents. Eh bien, tant en droit quand on discute de la laïcité ou d'autre chose, qu'en économie, quand je parle du commerce international, les débats sont riches parce qu'ils comprennent du fait aussi de ces origines, de ce multiculturalisme. Et c'est très intéressant. J'ai d'autre part des neveux qui sont à Henri IV. Alors on peut dire chouette, Henri IV, grand lycée. J'ai pas rendu tous mes élèves. Et je les ai fait se rencontrer. J'ai fait rencontrer des élèves d'Henri IV en ES avec de mes élèves qui sont en SMG. Donc
voilà, quelque chose de soi-disant un peu dégradé dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Eh bien, c'était très très chouette. Et j'avais absolument pas honte de mes élèves. Il y avait une richesse voilà, qui n'existait pas de l'autre côté, même si j'ai pas honte non plus de mes neveux. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Oui, moi j'habite quartier de la Noue et le partage dans notre quartier multiculturel, mais j'habite avec bonheur et chaleureusement auprès de nombreuses personnes du quartier. Donc ça c'est quelque chose en intergénérationnel, enfin il y a des choses très, très heureuses. Et en même temps, donc, je trouve que c'est très bien. Hier on avait l'arbre à palabres, aujourd'hui on réfléchit. Parce que les choses ne sont pas simples quand même. Même si on se met dans un état d'esprit où on veut, en tant que Montreuillois, travailler bien pour notre ville, c'est pas simple. Et donc je pense à l'idée interaction. Donc dans le quartier, il y a pour aller vite, il y a deux clans quelque part, enfin deux groupes. Il y a ceux qui sont... Il y a des jeunes adultes qui perturbent, qui insultent, qui font de la moto, enfin plein de choses. Et puis, dans la population, il y a ceux qui aussi sont en colère et se posent un peu en juge. Mais moi, quand je vous entends dire interaction, je me dis il faudrait arriver à de l'interaction entre les personnes du quartier et ces jeunes adultes. Et quand vous me faites réfléchir, je pense... mais ces jeunes adultes, quelque part, au niveau de l'emploi, des loisirs, du logement, enfin, quelles sont leurs situations? Mais ça, on ne se le pose pas dans le quartier. Donc, moi, ma problématique, c'est comment demain, on va pouvoir mieux vivre ensemble, y compris avec cette problématique. Tout à fait, merci. Merci, madame. Oui. Moi, j'interviens dans une association féministe qui considère que les droits sont universels et qui agit pour l'émancipation des femmes. Et nous intervenons particulièrement dans le secteur du Bel Air. Et alors, nous sommes confrontés à des femmes qui sont naturellement victimes de violences, qui sont face au mariage forcé, à l'excision, et des femmes qui ont beaucoup de courage, qui sont complètement investies dans la vie locale, qui essayent de participer à la vie du centre social. Ceci dit, elles sont confrontées quand même au poids des familles, des traditions. Et là, nous aimerions vraiment pouvoir les aider sur cette question, parce qu'il faut qu'elles arrivent à se sortir de ce carcan, parce qu'autrement, elles se retrouvent isolées par rapport aux familles, ce qui est pour elles désastreux. Et donc là, on voit bien qu'on a un besoin d'éducation, et je veux faire une autre réflexion par rapport à ça. J'ai pendant une année suivi un groupe d'hommes et de femmes sur ces questions. Les hommes au début trouvaient tout normal, l'excision, la violence, c'est normal. Et au bout d'un an où on avait travaillé avec eux, on a vu des hommes se transformer complètement et voir qu'effectivement, et mesurer combien effectivement ce qu'ils avaient dans leur culture pouvait se re-questionner. Et ils en étaient capables. Voilà. Ouais. Non, on va devoir arrêter puisqu'on va encore plus y répondre là-dessus. Ouais, madame, et après on arrête. C'est aussi important de faire votre madame. C'est aussi important. À vous l'honneur. Oui, merci. Moi j'ai été jusqu'à très très récemment directrice d'école à Montreuil, et les écoles sont un lieu multiculturel de fait. Et tout le monde arrive à vivre ensemble parce qu'il y a un objectif commun qui est l'apprentissage. Comme on peut trouver un objectif commun à être Montreuillois et à développer des actions pour que ça se passe bien. Et je pense que je vous remercie de votre intervention de ce matin parce que ça va tout à fait dans le sens de la vie. Je pense qu'en fait, il faut qu'on essaie de choisir ce qui nous rassemble au lieu de chercher toujours ce qui nous différencie. Par contre, pour répondre à monsieur, je sais que c'est pas facile, on n'est pas effectivement dans le monde des bisounours, mais si c'est notre objectif, je pense que voilà, c'est juste ça. Merci, on va laisser conclure monsieur Di sur les interventions, et puis
s'arrêter là. Oui, d'abord, là, on va suspendre bientôt. Je dis suspendre parce qu'il est possible de continuer des débats et des échanges à travers les outils de la ville. Gauthier est joignable, ceux qui ont organisé ça sont joignables et ils peuvent me transférer tout le temps tous vos questionnements. Donc c'est pas fini, Daniel, Gauthier, Warda et tout ce monde-là, on peut continuer ces débats parce qu'ils doivent continuer. Je voulais terminer par répondre à madame qui a eu l'association pour le féminisme. Merci madame de ces témoignages et je vous remercie pourquoi. Pas pour vos prises de position contre l'excision et les violences aux femmes seulement, mais pour avoir souligné ce qui me parle et qui doit être une réponse, un peu début de réponse à ce que monsieur soulignait. Il a raison, on n'est pas dans un pays de bisounours, mais c'est un vieux problème. Il y a eu une querelle déjà entre Saint-Augustin et Saint-Simon. Ce que monsieur critique, c'est ce qu'en philosophie on appelle le positivisme moral. Il y a Saint-Augustin qui disait il faut que tout le monde fasse son devoir, et si chacun fait son devoir, les droits de tout le monde seront garantis. Mais c'est pas possible, il y a toujours des petits malins qui disent je fais rien et mes devoirs seront garantis. C'est pour cela que le bisounours, oui, c'est vrai, mais on n'a ni temps ni axe. Heureusement que vous avez ouvert ça. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un monde du bisounours qu'il ne faut pas commencer quelque chose. La preuve nous en est donnée par madame qui, au bout d'un an, elle a réussi ce que moi j'ai réussi rarement au bout d'un an de transformer un patient. Donc, c'est possible. L'être humain est sensible à condition qu'on puisse aller vers lui sans le mépriser ni l'insulter. Allons vers les autres en les respectant et on pourra dialoguer et interagir. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre attention et de vos interventions. Donc la conférence prend fin. Vers 11h15, cette salle va se transformer en atelier animé par Jean-Marie et Olivier qui est dans le coin, plutôt sur l'aspect d'action de l'économie du partage pour justement favoriser la solidarité. Et Marie et moi-même, on animera un autre atelier au bout du couloir là-bas sur justement la transformation de la diversité culturelle en richesse. Voilà, donc on pourra continuer les questionnements à travers les ateliers. On se retrouve dans 10 minutes, soit ici, soit là-bas.